Bon, bah écoutez, je vous propose de redémarrer. Et je vais donc laisser la parole à François Lacombe, qui va nous parler d'OpenStreetMap. Voilà, François, je te laisse la parole et tu me dis quand tu veux que je fasse défiler les transparents. Ça marche. Bonjour à tous. Merci Philippe et Richard de me laisser m'exprimer ce matin devant vous. Je suis donc François Lacombe, le porte-parole de l'association OpenStreetMap France, qui est en charge de la promotion des usages du projet OpenStreetMap ici en France. Les métiers des télécoms ne me sont pas non plus inconnus, puisque je suis ingénieur Télécom Bretagne 2014 et j'ai eu l'occasion de faire mes premières expériences pro chez Orange pendant 7 ans pour des questions de planification mobile et fixe. Et finalement, ce que je vais vous présenter ce matin vient en partie de ces expériences au cours desquelles les données étaient finalement la question centrale. Chercher toujours la bonne donnée à jour, à mettre en cohérence avec le reste. Et c'est ce que beaucoup d'acteurs vivent aujourd'hui dans le cadre du plan France THD et du déploiement de la fibre. Donc, je vais pouvoir vous parler ce matin du projet OpenStreetMap et de vous montrer son fonctionnement, comment fonctionne la communauté, mais aussi se saisir d'un sujet métier qui est la gestion des poteaux, qui fait déjà parler de lui aujourd'hui et ça va pas s'arrêter, ça va même aller de pire en pire, puisqu'on va aller vers des raccordements de plus en plus longs, de plus en plus ruraux, sur lesquels ces fameux poteaux vont manifester tout leur intérêt. Avant de rentrer plus en détail, sur le slide suivant, quand on parle d'infrastructure, qu'est-ce que c'est chez nous, chez OpenStreetMap? Bon, c'est d'abord les infrastructures visibles. Ce sont des choses qu'on a l'habitude de voir en fait au quotidien, hein, des armoires, des antennes, des chambres. Les réseaux peuvent être très logiques, très virtuels, mais ils sont aussi très physiques et on en voit quand même pas mal de composants dans l'environnement. Donc c'est bien de cela qu'il s'agit. Et toujours sur le slide suivant, en ce moment, en plus, on fait de nombreux travaux. Donc c'est le moment privilégié autour de ces infrastructures visibles pour prendre de l'information. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas dans 20 ans. Regardez aujourd'hui tout simplement le mal qu'on peut avoir à chercher nos infrastructures mobilisables. On a beaucoup de mal à faire ça. Donc c'est bien au moment où on les installe qu'il faut les décrire, non seulement leur mise en œuvre, mais aussi leur tracé, leur existence, leur contenance. Pour cela, il faut agir maintenant. C'est très important. Sur le slide suivant, on sait aussi qu'on a une information foisonnante et désorganisée, je dirais. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'acteur, en tant que professionnel, on s'échange déjà beaucoup d'informations. Il y a pas mal de systèmes qui collaborent, qui sont interconnectés, mais c'est encore pire à l'extérieur. Il y a tout un ensemble de forums, de gens qui suivent les déploiements et de la communication publique. Il y a de la communication avec les tiers. Le plan France THD, malgré son approche très silotée, est en interaction avec beaucoup d'acteurs du domaine public. Donc, toutes ces informations, elles sont évidemment foisonnantes, mais tout ça est très désorganisé. Tout ça est véritablement un peu le bazar. Philippe, si tu cliques, on pourra en prendre toute la mesure. Voilà, c'est vraiment le bazar, là, cette fois-ci. Il faut à tout prix qu'on ait des outils, qu'on arrive à organiser cette information et les règles qui participent à sa gestion. C'est pour ça qu'on a besoin de plateformes. Hein. Philippe, si tu peux cliquer aussi, encore. Hop, on a besoin de plateformes pour être plus efficace. C'est, je pense, à mon sens, l'un des principaux problèmes aujourd'hui de tous les projets de déploiement, de tous les projets de construction qui se déroulent. C'est que tout cela n'est pas forcément organisé autour de plateformes robustes qui permettent finalement d'être efficaces dans l'exécution de ces plans. C'est pour ça que sur le slide suivant, du coup, je voulais vous parler d'OpenStreetMap aujourd'hui, puisque OpenStreetMap, c'est une base de données, avant tout. Vous connaissez certainement le projet, la carte, qu'on voit intégrée sur certains sites, mais c'est d'abord une base de données qui a été créée en 2004 par quelqu'un qui s'appelle Steve Coast, qui était ingénieur chez Microsoft, qui se disait que à l'époque, hein, puisqu'on n'avait ni Géoportail, ni Google Maps, ni forcément tous les services qu'on a aujourd'hui,
on avait Mappy et Via Michelin, qui existent d'ailleurs toujours, hein, qui ont beaucoup évolué, mais à l'époque, on calculait nos itinéraires avec ça, et il n'était pas question de laisser l'information géographique entre les mains d'acteurs monopolistiques, mais en tout cas privés, qui pourraient dicter la manière dont on servirait de ces informations. Il fallait que ce soit libre, et c'est comme ça que OpenStreetMap est né. OpenStreetMap qui vit sur le socle logiciel, le même socle logiciel depuis 2009, qui donc est, je dirais, gage de stabilité, et qui consiste en fait en une base de données centrale dans laquelle on vient mettre un très faible nombre d'objets différents, des points, des chemins, des zones et des relations. Avec ces 4 objets, on décrit tout ce que vous voyez qui sont actuellement décrits donc sur les cartes, sur les services, les différents services qui sont produits à partir de cette base, hein, donc des rendus graphiques évidemment, du géocodage pour savoir où on est et le routage pour savoir où on va. Voilà, c'est les 3 grands services qui sont produits à partir des données que la communauté produit, puisque c'est bien un projet massivement collaboratif, à l'image de ce que sait faire Wikipédia sur l'encyclopédie. On a une communauté de plus de 6 millions de membres au niveau mondial, hein. On a dépassé le 6 millionième contributeur en janvier 2020, et cette communauté, du coup, s'active à son niveau, avec ses moyens, pour produire cette base de données. La base de données qu'on veut la plus riche possible. Sur le slide suivant, Philippe, on va pouvoir du coup avoir un aperçu de ces données, parce que quand il s'agit de produire des données, c'est très virtuel, hein, finalement très logique, on a du mal à se représenter ce que c'est, donc j'ai trouvé le rendu graphique le plus simple possible qui se met au plus près de la base de données, où là vous voyez un jumeau numérique de la gare de Nancy, avec évidemment tout son bâti et tous les objets qui peuvent exister dans son environnement. Ces données-là, donc elles font partie de la même base de données. Il n'y a pas de cloisonnement. Tout va au même endroit. Donc ça veut dire qu'on peut tout croiser avec tout, ce qui est rarement possible dans le cadre d'un système d'information traditionnel, puisque chaque exploitant va avoir son silo qui va tant bien que mal essayer de connecter avec les systèmes voisins, mais bon, c'est pas forcément un gage de réussite. Alors que là, tout est au même endroit. Et la promesse d'OpenStreetMap, c'est bien sûr de décrire des lieux que tout le monde fréquente, comme une gare, hein, comme une ville, avec du bâti, de la voirie, etc. Mais aussi des lieux qu'on fréquente moins, comme le slide suivant, où je vous montre en fait le jumeau numérique d'un poste RTE, un endroit normalement où on n'a pas le droit d'aller. Normalement, en tout cas. Donc, c'est bien là aussi la promesse de la base de données globale qui s'exprime, puisque on arrive via la contribution hein, de la multitude, via des vues aériennes, via des connaissances, via des données ouvertes, via tout un tas de choses, à créer des jumeaux numériques de tout ce qui nous entoure. Et ici, on va quand même dans le détail, puisqu'on arrive à décrire des infrastructures extrêmement techniques, normalement extrêmement méconnues, et on en expose la teneur, et on permet ensuite différents usages. Ici, principalement, c'est l'exploitation de l'infrastructure, pouvoir fusionner des données dynamiques qui ne sont pas présentes dans OpenStreetMap. Hein. OpenStreetMap ne donne que la vue statique, que l'existant, et puis ensuite, par-dessus, on viendrait mettre en surcouche des données dynamiques, du temporel, des séries temporelles, etc., pour venir rendre tout ça un peu plus vivant et livrer un système d'information un peu plus complet. Sur le slide suivant, Philippe, on va parler aussi de la sémantique, parce que ces données, vous en souvenez, je vous l'ai dit, on ne met qu'un très faible nombre d'objets dans la base. Mais il faut bien être capable de distinguer un arbre d'un banc public, et ça se fait via la sémantique qu'on vient ajouter à ces objets. Donc tous les objets sont décrits avec ce qu'on appelle des tags, hein, sont des étiquettes qu'on vient coller dessus. Il y en a des centaines de milliers qui viennent qualifier véritablement ce qu'on voit. Et ça donne une très grande liberté, non seulement de description, mais aussi d'ajout, de complétude, en fonction de la sensibilité de tous nos membres, puisque la sémantique est également créée à partir de la communauté. C'est la communauté qui décide de cette sémantique. C'est comme ça, par exemple, qu'en 2017, on avait pu, sur la partie télécom, dont je vais vous donner le détail un peu plus tard, on avait fait la correspondance avec Grace THD. Et d'ailleurs, tous ces standards sont aussi une grande source d'inspiration quand ils existent, puisque quand on va se poser la question de savoir comment décrire tel ou tel objet, on va aller s'inspirer de travaux qui sont disponibles sous une licence compatible. C'est le cas de Grace, donc il faut le
il faut le saluer. L'ouverture de ce modèle permet aussi le développement de projets à côté. Et c'est de cette façon, du coup, que la communauté travaille, puisqu'on passe beaucoup par l'expérimentation et puis la formalisation, l'écriture de ce qu'on appelle des RFC, qui sont des documents soumis à l'appréciation de toute la communauté, sur lesquels on va s'exprimer, on va modifier, on va adapter ce qu'on propose, et puis ensuite ce sera voté pour enfin rentrer dans une démarche d'harmonisation et aller compléter la base de données avec les nouveaux termes qui auront été adoptés. Et ça au niveau mondial. Hein. Moi, ça, c'est une activité auquel je participe beaucoup, puisque sur les réseaux électriques et les réseaux télécoms, tout était à faire quand j'y suis arrivé en 2012. Donc, on s'investit beaucoup encore aujourd'hui. Beaucoup de monde s'investit pour décrire ces réseaux, donner les tags en fait qui vont permettre de décrire des objets comme un NRO, un PM, un PB, un poteau, etc. Tout ça est encore en cours aujourd'hui. Et justement, sur le slide suivant, je donne un peu la répartition de ce travail. Donc là, je vous donne le détail, parce que les tags, évidemment, vous imaginez la diversité des thèmes qu'on peut aborder sur un projet comme celui-ci. Là, je me suis vraiment concentré sur l'infrastructure. Donc, on aborde véritablement tous les thèmes, que ce soit de l'énergie, des télécoms, de l'hydraulique, en pensant bien à faire les correspondances qui vont bien avec les référentiels métiers, de sorte à ce qu'on puisse être capable de lier les données qu'on décrit avec les référentiels existants, les données ouvertes, puisque certains exploitants nous font le plaisir de libérer des données, ce qui est très important, puisque derrière, on va pouvoir du coup compléter notre vision du terrain avec ça. Puisque la promesse est bien, on va beaucoup parler de silos au cours de cette présentation, le but n'est pas d'en recréer un. On ne veut pas du tout doublonner. Alors, ni doublonner ce qui existe, même si on est quand même bien obligé d'en passer par là pour proposer autre chose, mais on a vraiment le souhait de compléter ce qui existe. Et donc, à ce titre, il ne faut pas créer de silos supplémentaires, c'est très important. C'est pour ça qu'on intègre notamment la codification, de manière à être capable de faire ces parallèles, pour faire ces liaisons, puisque d'ailleurs, tout ne va pas aller dans OpenStreetMap. Sur OpenStreetMap, on se contente de décrire ce que l'on voit. Donc, c'est pour ça que les codifications nous permettent de faire le lien quand il y a lieu de compléter avec des informations qui viennent d'ailleurs. Donc nous, aujourd'hui, on pourrait passer la journée à parler de tout ça, évidemment. Il y a de nombreux projets dont je pourrais vous parler. On va se focaliser sur la partie télécom. Et vous voyez, les thèmes en noir sont ceux qui ont déjà été traités, les thèmes en gris sont ceux qui arrivent. Dans les télécoms, il reste aussi beaucoup à faire. Puisqu'en ce moment, on est en train d'attaquer la deuxième ligne du pavé vert, là, sur les supports. C'est bien là-dessus que je vais poursuivre. Alors, mais avant, je voulais vous faire une petite radiographie de la communauté pour vous montrer un peu comment ça marche, qui on est vraiment. Donc, sur le slide suivant, Philippe, tu vas pouvoir nous montrer la gouvernance, l'organisation de ce projet. Puisque vous l'avez compris, c'est un projet qui vient de l'Europe. Donc, on est organisé avec une fondation de droit britannique qui détient la marque, mais qui ne détient pas les données. Les données n'appartiennent à personne. Elles sont partout en même temps, puisque dès qu'un contributeur effectue sa contribution, elle est répliquée dans de nombreux réplicas en fait, autour du monde, pas qu'à la fondation, de sorte à ce qu'on ne puisse pas racheter. On ne peut pas racheter OpenStreetMap, ça n'est pas possible. Il est possible évidemment de télécharger les données, d'en s'en servir selon les termes de la licence, mais on ne peut pas les racheter. C'est véritablement un édifice commun. Cette fondation, elle n'est pas toute seule, puisqu'on a également des chapitres locaux, ce sont des associations. En France, donc OpenStreetMap France est le chapitre local français de la fondation. C'est une association loi 1901. La plupart des chapitres locaux sont des associations également dans les autres pays, en fonction du cadre légal local. Et on a également ce qu'on appelle des groupes locaux, qui ne sont pas affiliés directement à la fondation, mais que la communauté entretient, et qu'on est en train d'affilier. C'est un travail qui est assez long, qui est en cours, qui part de l'Europe et qui va progressivement s'étendre au monde entier, puisqu'on est présent déjà sur les 5 continents. Voilà, slide suivant, Philippe. L'organisation dans la fondation et puis plus largement dans la communauté, c'est la suivante. C'est que d'abord, la communauté contribue à la base de données, contribue à la sémantique, s'appuie dessus quand il s'agit d'adopter un fonctionnement plus industriel au service de consommateurs. Évidemment, les contributeurs peuvent aussi être des consommateurs. On souhaite que ce public-là soit le plus large possible pour venir utiliser les données qui sont produites et en améliorer la qualité, parce que la qualité vient par l'usage
Et donc, quand des contributeurs construisent quelque chose et que des consommateurs s'en servent, c'est à ce moment-là que nous avons que se réalise finalement tout le potentiel. La fondation, elle est organisée par groupe de travail pour essayer d'orienter les travaux de la communauté. Donc, il y en a six groupes de travaux, avec autour de la licence, autour de la maintenance des plateformes. La fondation fournit une très faible part de la plateforme, la partie centrale, la base de données maître. Et puis ensuite, c'est vraiment la communauté qui développe aussi l'écosystème logiciel. Le projet est aussi évidemment traversé de toutes sortes d'initiatives au niveau logiciel, ce qui est très important puisque sans ces logiciels-là, il n'y a pas d'usage. Hein. Basiquement, il faut bien avoir les services qui conviennent pour consommer les données. Et ça, c'est bien la communauté également qui le maintient. Il y a des entreprises qui collaborent de plus en plus, hein, qui ont compris le sens de ce qui arrive juste après et qui contribuent à la réalisation de ces outils-là. Donc ça se professionnalise de plus en plus aussi. Il y a des travaux sur les adhésions, puisque le projet étant massivement détenu par ses membres, il n'est pas rare qu'on ait des tentatives de prise de contrôle par des initiatives plus ou moins isolées, et donc il est nécessaire de veiller à l'intégrité de la communauté. C'est le but de ce groupe-là sur les adhésions, mais également sur l'organisation d'événements, conférences mondiales, State of the Map tous les ans, une par continent et une au niveau mondial, ainsi que la communication, et puis la maintenance aussi des données pour limiter les conflits entre les contributeurs, puisqu'à ce niveau-là, vous imaginez bien qu'il peut y avoir parfois des petits conflits à régler sur la légitimité de telle ou telle édition. Voilà, sur le slide suivant, la volumétrie de cette communauté au niveau mondial, quelques statistiques très rapides. J'attire votre attention sur la courbe en haut à droite, c'est celle des enregistrements de comptes utilisateurs. Elle croît de manière linéaire ici, mais exponentielle en réalité, puisqu'aujourd'hui, au 12 juin, on était à 6 600 000 membres enregistrés. Ça ne veut pas dire qu'ils contribuent tous, évidemment. Au cours des dernières 24 heures, c'est 6 602 membres qui ont contribué. Et puis au cours des 30 derniers jours, c'est 48 000 membres. Donc vous voyez que la communauté est quand même assez diverse. C'est évidemment une courbe de Gauss dans laquelle on aura quelques membres très investis et puis une majorité de membres qui contribuent plus occasionnellement. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la contribution ne se fait pas forcément le week-end, puisqu'elle se professionnalise, puisqu'on a de plus en plus de sociétés qui contribuent au contenu de cette base de données. Donc les contributions se font la semaine. On a à peu près un tiers de plus de contributions la semaine que le week-end. C'est ce que montre la courbe du milieu. Et ça, on l'a retrouvé, on l'a encore plus retrouvé, je dirais, pendant le confinement, ce qui est finalement très étonnant. On pouvait s'attendre à une modification de la contribution. Ça n'est pas arrivé. Sur le slide suivant, la France se situe dans cette diversité. Elle se situe au 3e rang mondial. En termes de nombre de contributeurs actifs par jour. Le 13 juin, on était à 317 membres actifs sur la journée, contre plus du double presque pour l'Allemagne, qui est le pays le plus actif. On a évidemment les pays émergents qui vont de plus en plus. L'intérêt étant, puisque vous l'avez compris, le socle est global, donc on peut tout à fait guider ces pays, on peut les amener à contribuer sur ce socle commun sans différence. Et c'est là que l'Afrique est très, très intéressée. C'est pas représenté sur cette carte parce que c'est en cours de développement, mais il se passera un moment évidemment où l'Afrique dépassera largement l'ensemble même des pays européens, disons, puisque on a déjà des projets très structurants qui sont construits avec OpenStreetMap. Dakar a intégralement géré son cadastre et son bâti sur la base directement. Il n'y a pas de... Alors, il y a du tampon, évidemment, il y a toutes sortes d'adaptation de l'édition, mais le référentiel est bien celui d'OpenStreetMap. Dans une zone où il n'y a pas d'historique, finalement, on est beaucoup plus à notre aise pour développer des choses qu'en Europe, où le travail est très long, très fastidieux pour aller extraire les données des silos et les ramener à cet endroit-là. Voilà pour ça. On peut passer à la suite, Philippe, si tu le veux bien, s'il te plaît. Donc en France, oui, petit focus sur la France, très rapide. On retrouve les mêmes tendances avec des membres actifs. Vous voyez, 330 membres actifs. Pour une volumétrie, alors ce qu'on appelle des nœuds, le nœud est dans la base de données le porteur de la coordonnée, c'est le seul, puisque OpenStreetMap est la base topologique. À la différence d'une base géographique, seul le nœud porte la coordonnée. C'est un peu technique, mais il faut quand même le concevoir. Donc on a à peu près 60 000 nœuds créés par jour. Ce sont donc des points, et quand on veut créer un chemin, on assemble les points ensemble, ça forme un chemin, et quand on veut créer un polygone, hop, on ferme la zone, et ça forme un polygone. Et c'est de cette façon qu'on arrive à tout décrire.
Voilà pour ça. Alors, à quoi ça sert? Parce que je vous ai dit ce qu'on faisait, qui le faisait. À quoi ça sert? La première promesse, on retrouve les 3 services dont je vous parlais tout à l'heure pour la cartographie routière. C'est le premier poste. Ça s'entend dans le nom, de toute façon. C'est là qu'OpenStreetMap a percé en premier. C'est sur la mobilité des déplacements. Ça prend encore plus de sens aujourd'hui où on vient massifier tout ça. Et le deuxième domaine majeur sur lequel ça s'est illustré, c'est la gestion de crise. Et ça, c'est en fait très intéressant à observer puisque dès l'opportunité alors si on peut dire que c'est une opportunité, dans ce cadre-là, le séisme en Haïti a révélé en fait cette facilité qu'on pouvait avoir à livrer aux services de secours une cartographie à jour et complète d'une zone sinistrée. Il faut l'imaginer, c'est-à-dire qu'en 48 heures, Haïti n'avait jamais été aussi bien cartographié qu'avant. Il n'existait pas forcément de cartographie, et là, les bénévoles se sont tous mobilisés pour que les secours puissent se rendre dans des zones reculées qui avaient potentiellement besoin d'intervention. Et c'est de là qu'est partie une initiative qui s'appelle HOT pour Humanitarian OpenStreetMap et qui vient à chaque désastre, que ce soit technologique ou naturel, vient activer la communauté pour favoriser cette contribution. On l'a vu encore à Beyrouth dernièrement, parce qu'il s'agit d'aller décrire tous les bâtiments, donc ça marche même en zone urbaine, où là, la communauté s'active là-dessus. La présence des réseaux est aussi très utile, puisqu'au Népal, en 2014, je crois, ou 2015, on a été invité à cartographier les lignes électriques que les hélicoptères heurtaient en allant secourir les populations victimes, là aussi, de la catastrophe. Donc, la connaissance des réseaux, je dirais, est très importante, non seulement en temps calme, mais surtout en temps de crise. Puisque quand on aura tous bien oublié où sont nos armoires, c'est pas au moment de la crise, au hasard, ce qui s'est passé dans le port de Beyrouth, demain en Europe a peut-être moins de chances de se produire en raison de la prévention, mais on en a tout à fait les moyens, et c'est pas à ce moment-là qu'il faudra chercher nos réseaux de communication pour arriver à communiquer. Il faut les connaître dès maintenant. Et c'est pour ça que OpenStreetMap a quand même son intérêt en termes de déploiement de la ville intelligente, de la gestion des infrastructures. Je peux vous le signer aujourd'hui, il n'y aura pas de ville intelligente. Aucune ville intelligente ne se développera sans connaissance partagée. Aucune. On a vu l'échec de Google, par exemple, à Toronto. Le projet s'est effondré sous son propre poids, puisqu'il est extrêmement difficile globalement pour un ou quelques acteurs d'aller conquérir des domaines aussi vastes que la gestion des infrastructures. Ce qu'on constate aujourd'hui sur le plan France THD n'est qu'une conséquence en fait de cet état-là. Nous avons énormément de mal à aller manipuler nos infrastructures mobilisables. On n'en a d'ailleurs qu'une connaissance extrêmement partielle. On n'est pas capable d'exploiter correctement l'existant. Pour ce qui va suivre, je peux vous assurer que ça ne va qu'empirer. Si on n'est pas capable de se mettre tous ensemble, de gommer nos silos, de mieux partager cette information largement, il ne se passera rien. Ou en tout cas, pas grand-chose. Et c'est bien là qu'est la pertinence du partage de l'information. Je vous ferai grâce des 3 autres domaines qui sont évidemment connus, le tourisme, la signalétique et l'industrie, puisqu'on a aujourd'hui des applications grand public qui tournent avec les données OpenStreetMap pour le vélo notamment, pour la connaissance, oui, l'emplacement même des panneaux publicitaires, et sur la gestion de l'industrie, puisqu'on a même des grands logisticiens qui viennent décrire leur infrastructure logistique. Amazon contribue largement là-dessus. Et tu as bien fait de passer, Philippe, c'était parfait. Parce que le dernier point global que je voulais mentionner, c'est qu'OpenStreetMap a été un membre fondateur de la BAN, la base adresse nationale. Je ne vais pas plus m'étendre là-dessus, puisque Jérôme va vous en parler juste après. Simplement, il faut se rappeler que l'adresse est bien un sujet transverse. Ce n'est pas un sujet de la fibre, ce n'est pas un sujet du courrier, c'est le sujet de tout le monde en même temps. Ça devrait être notre problématique à tous. Il faut à tout prix se fédérer autour de là aussi de cet édifice. Nous, on était d'accord dès le départ sur cette promesse, puisque, par exemple, on a des pays comme le Danemark qui ont libéré leur base adresse en 2003 et qui, depuis, ont produit énormément de richesses sur la base de ce partage-là, et il faut à tout prix qu'on puisse s'en inspirer. C'est pour ça qu'on est parfaitement satisfait par l'orientation qui a été prise l'année dernière pour le changement de gouvernance, qu'il faut maintenant mettre en œuvre. Il reste encore des petites choses à faire, et ça, Jérôme va vous en parler.
Donc maintenant, je vais vous montrer un peu comment on peut casser des silos dans les télécoms. Deuxième partie, donc tu peux passer. Voilà, en gros, le théâtre des opérations. Ça, c'est une vision que j'aime partager, puisque au départ, on a deux silos, deux grands silos, même plusieurs, puisque à gauche, on a le monde des professionnels, qui est bien représenté, souvent très bien représenté, avec des logiciels, des standards, toute une activité en fait qui se développe, qui est normale, puisque c'est une activité professionnelle. Les gens connaissent leur métier, c'est très bien, et ils se partagent de l'information, mais je dirais en vase clos. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Et puis à droite, on a aussi la communauté, qui, à mon avis, est trop souvent opposée aux professionnels. Dans une communauté de 6 millions de membres, vous imaginez facilement qu'on a évidemment des professionnels parmi nos contributeurs. Les gens sont professionnels la semaine, ils sont bénévoles le week-end, avec la même expérience. Donc tout ça, finalement, mériterait d'être interconnecté, non seulement pour la communauté de ne pas réinventer la roue, de réutiliser ce qui existe. Je vous avoue que je suis assez mal à l'aise de devoir retracer des chemins de randonnée qui existent déjà sur plein de cartes, mais qu'on n'a pas le droit de réutiliser parce qu'ils sont sous copyright. Ça me pose un problème. Donc, la flèche de la gauche vers la droite est quand même très importante, mais aussi, très importante elle aussi, la flèche de la droite vers la gauche. C'est-à-dire que les professionnels ont aussi intérêt, à mon sens en tout cas, à s'inspirer de ce qui se fait à droite, des données qui sont produites à droite, puisque eux aussi n'auront pas à réinventer la roue. La gestion des poteaux en est un parfait exemple. Donc on va pouvoir en parler là-dessus. Mais il faut bien avoir en tête ces passerelles qu'il faut créer, c'est ce à quoi nous travaillons, c'est ce qu'il faut chercher à faire. C'est à mon sens là où on aura le plus grand gain. Philippe, tu peux donc passer, s'il te plaît. Bien évidemment, alors quand on dit passerelle, c'est pas pour faire n'importe quoi. J'ai bien entendu, alors il y a des réserves, il y a des choses, et l'aspect le plus dangereux quand on parle de réseau, de cartographie de réseau, c'est leur protection. C'est que nous, on produit de la donnée intéressante, mais ce sont des données toujours non officielles, et ça le sera normalement toujours. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas utiliser OpenStreetMap pour faire des DT, DICT. Nous n'avons pas ni cette prétention, ni cette ambition. Il est hors de question que qui que ce soit utilise les outils dérivés d'OpenStreetMap pour faire des tranchées sur la route et éventuellement aller casser des réseaux. On ne vous couvre pas pour ça. Si jamais vous le faites et que vous cassez quelque chose, vous êtes responsable. C'est pas à nous qu'il faudra venir reprocher que le plan est faux ou que vous n'avez pas pu vous y retrouver correctement. Si le plan est faux, d'ailleurs, vous êtes invité à le corriger. Mais c'est un autre débat. En tout cas, nous n'avons pas du tout d'ambition sur le remplacement de ce dispositif. Je le dis, c'est marqué le plus souvent possible. Il faut le garder à l'esprit. On garde les procédures officielles là-dessus. On ne change rien. Voilà pour ça. Tu peux y aller, Philippe. Je fais une micro-interruption, François, oui, pour dire qu'il y a beaucoup de questions sur le chat. Et ce que je vous propose, c'est de les prendre à la fin de la présentation de François. Oui, j'ai bien vu ces sur ce, je passe le... Oui. Donc, le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, l'exemple le plus concret, et qui est un sujet extrêmement métier, c'est la gestion des poteaux. Pour avoir été des deux côtés de la barrière, j'ai moi aussi été dans le passé en recherche de ces poteaux, qui n'étaient pas toujours placés au bon endroit, qui n'étaient pas toujours connus. La gestion des poteaux, c'est un truc assez compliqué parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et il faut quand même tous les avoir, il faut en avoir le maximum pour arriver à faire une étude correcte. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la connaissance est quand même extrêmement partielle sur ce sujet et qu'il va falloir fournir beaucoup d'efforts. On en a déjà fourni beaucoup, beaucoup de gens travaillent là-dessus, travail exceptionnel et conséquent, mais il va falloir encore y aller plus fort. Donc sur le slide suivant, de quoi on parle en fait, quand on parle de ça, de la gestion des poteaux, il y en a 10 millions pour Enedis, parce qu'on parle évidemment des poteaux orange, mais on parle aussi des poteaux électriques, des appuis communs. On parle aussi de tous les supports que vous pourriez exploiter, qui ne le sont pas aujourd'hui, des passages en façade, etc. Façade, on connaît, mais il y a tout un ensemble de choses qui ne sont pas connues aujourd'hui. Donc la population là dont on parle, c'est bien 10 millions de poteaux pour Enedis, à peu près 11 millions pour les ELD, dont on n'entend jamais parler d'ailleurs dans le déploiement du THD, mais je peux vous assurer que quand vous allez aller en ruralité, il y en a environ, il y a 5% du territoire
à passer sur les ELD. C'est à peu près 1 million de poteaux en plus. Chez Orange, on en a, d'après le rapport qui a été rendu au Parlement en novembre 2011, on en a 13 millions en propre et 5 millions d'appuis communs partagés avec les électriciens. Ça, je ne vous cache pas, c'est un calcul au pifomètre. Hein. C'est pour ça que la dernière remarque sur le slide est importante. Ce sont des calculs extrapolés. Pour l'électrique, pour Orange, on a plus d'informations. Mais pour l'électrique, en tout cas, c'est extrapolé parce que il n'existe pas de référentiel aujourd'hui. C'est un fait. Il faut créer ce référentiel. Aujourd'hui, le défi, c'est qu'il faut à tout prix le créer. Donc c'est là que sur le slide suivant, on va montrer que OpenStreetMap est déjà parti. En fait, la fourmilière se met déjà en marche, puisque malgré les chiffres conséquents que je vous ai annoncés avant, on a déjà quand même près de 500 000 poteaux qui sont décrits. Aujourd'hui, les chiffres datent de juin, mais je pense que ça a encore augmenté. On a 500 000 poteaux électriques qui sont décrits. 250 000 poteaux, les pylônes. Alors ça, c'est plus facile parce que RTE a mis en open data la position de ces pylônes. Il reste encore à travailler, bien sûr, sur leur description, mais on a beaucoup d'open data. Et ce qu'on voit, c'est que la communauté est aussi très pertinente dans la description, puisqu'on a vu, on arrive à voir, en suivant l'évolution de la population de poteaux, le changement de nom ERDF Enedis, fin 2017. On le verra également, alors bon, c'est pas au programme aujourd'hui, mais sur le graphe de droite, on voit la description, la rapidité de description côté RTE. Où là, on a déjà la moitié des pylônes qui sont assignés à RTE et dont on arrive à décrire finement la teneur, puisque sur le slide suivant, Philippe, on arrive à donner beaucoup d'attributs. Il y a tout un travail sur la sémantique qui a été fait. On arrive à retrouver depuis le terrain plein d'informations, la hauteur, le fabricant, la date de fabrication, le matériau, la hauteur, etc. Il y a plein de choses qui sont d'ailleurs marquées, mais ça, c'est un travail de fourmi. Le terme fourmi, il n'est pas choisi au hasard, il faut aller sur le terrain. Et je ne vous cache pas que à moi tout seul, m'envoyer 20 millions de poteaux, ça me fait un peu mal. J'aimerais beaucoup que les intervenants aujourd'hui qui font des calculs de charge, qui font plein de choses, en fait, contribuent à la même hauteur, puisque ces informations-là, ils les ont. Donc il faut arriver à rentrer dans ce formalisme-là qui se veut complètement générique et qui se veut très détaillé. Encore plus détaillé. On va le voir au fil des slides. Tu peux y aller, Philippe. Le travail de sémantique, en fait, il s'est développé entre 2019 et le début de cette année. Par 2 vagues successives d'itérations, on a réussi à décrire l'ancrage des câbles sur les points. Donc sur la base d'une topologie unique, on arrive à décrire 4 types d'ancrage. Ça, c'est possible aujourd'hui, ça existe. Il y en a d'ailleurs les plus forts là-dedans. Si on regarde l'adoption de ce formalisme-là, c'est en Afrique. C'est en Afrique qu'on a le plus de contributions sur cet attribut qui, en moins d'1 an, a dépassé les 40 000, je crois, occurrences sur la base. Donc sur un sujet extrêmement technique, vous imaginez, là on n'est pas dans la description de la voirie, des pistes cyclables, on est sur un thème vraiment très particulier, très, très technique. On arrive à avoir de la contribution et ça va en augmentant. L'armement, c'est pas le seul thème. On peut voir que sur le slide suivant, on a décrit aussi les situations de topologie. Donc là encore, sur les lignes électriques, c'est très ligne électrique, mais on pourrait faire la même chose sur les télécoms. On arrive à avoir des informations sur la manière dont les lignes s'organisent sur le support. Tout ça pouvant contribuer largement à développer une solution de calcul de charge ouverte. Ce n'est pas les seuls éléments, j'entends bien. Il y a beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver à du calcul de charge libre, mais c'est des éléments nécessaires, en tout cas. Donc ça, c'était pour vous montrer la force. Très bien, tu peux laisser ce slide, Philippe. C'est pour vous montrer la force de la communauté qui va contribuer à la fois sur la description. Il faut avoir la sémantique avant d'aller sur le terrain. Et une fois qu'on est sur le terrain, on arrive à décrire un certain nombre de choses. Mais on ne peut pas faire que du terrain. C'est pas possible. Les 45 000 poteaux HTA des Deux-Savoie, qui ont été décrits sur OpenStreetMap aujourd'hui, ont été faits majoritairement sur les vues aériennes disponibles, qui sont mises à disposition de la communauté. Et on a aussi des solutions de pointe, comme celle que je vous montre ici, ça s'appelle Mapillary, où en fait, sur la base de photos de la voirie, donc on a des intervenants. Là, ça tombe bien, c'est Serfim, qui est un acteur du déploiement de la fibre, qui fait des photos
à majorité 360, c'est l'objet des points verts que vous voyez sur la cartographie. Donc en faisant des photos à 360 degrés très rapprochées, la machine en fait détecte d'elle-même les poteaux dans la réalité. Et c'est l'objet des carrés jaunes que vous voyez, qui sont les objets en fait détectés par le système, qui ne sont pas encore présents dans OpenStreetMap, mais qui vont l'être très bientôt, puisque ça progresse très très vite. On est en train de détecter très fort en fait tous ces éléments-là, et je pense que les 20 millions de poteaux, ils vont évidemment pas être pointés à la main, ils vont d'abord être initialisés avec des solutions de ce type, où on va détecter à grande échelle la voirie, ce qui aurait dû être fait, à mon avis, depuis un certain temps, et qui va l'être potentiellement là très prochainement. Et c'est de cette façon qu'on va alimenter la base. Donc le message que j'ai à passer aujourd'hui, c'est prenez des photos. Et allez-y, prenez-en plein. Le plus il y en a, et plus l'algorithme en fait est capable de détecter des objets. Et là, c'est l'éditeur d'OpenStreetMap que vous voyez. Les données sont disponibles de la même façon que le reste. Voilà. Une fois qu'on a alimenté la base, il faut bien voir tout ça. Alors aujourd'hui, je voulais vous réserver l'exclusivité de la chose. C'est la première fois que j'en parle en public, puisque ça a été un développement de cet été. Si tu peux passer le slide suivant, Philippe. Pour faire durer un peu le suspense, oui. Interruption, pensez vraiment à couper votre micro. Et là, il y a encore quelques personnes qui ont leur micro ouvert et on entend quelques bruits parasites. Et sur ce, je te repasse la parole. Merci. Donc l'outil que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est quelque chose qui est disponible en ligne librement. Ça s'appelle gspot.fr, qui est une mise en valeur finalement des données OpenStreetMap avec une orientation très métier. Il n'y a que des données OpenStreetMap dedans. Il n'y a pas d'autres sources. Hein. C'est que de la source libre qui se met à jour en continu au fil des contributions. Donc ça veut dire que plus on va contribuer et plus l'application va se remplir. Donc le but était de fournir c'est un démonstrateur, de montrer la capacité de la communauté à contribuer sur ce sujet et à rassembler tout au même endroit. Il n'existe pas à l'heure actuelle d'application métier interne chez des exploitants qui soit capable de présenter l'intégralité des poteaux en France sur l'application. Et je vous en montre quelques captures sur le slide suivant. L'application va montrer à la fois de l'électrique et du télécom, que ce soit d'ailleurs de l'Enedis, de RTE, de l'ELD, ou bien de l'Orange et du RIP. On a de toute façon sur OpenStreetMap vocation à décrire l'intégralité des infrastructures, quel que soit leur exploitant. Et c'est pour ça qu'on déploie ce genre de démonstrateurs. Des démonstrateurs de ce type-là, il en existe plein. Là, c'est un clin d'œil qui est fait à la gestion des poteaux, sur lequel on va pouvoir se rendre compte dans la finesse à laquelle on descend, puisque là, vous avez une vue très petite échelle, hein, sur lequel on voit un effet massif avec, là, c'est la plupart des poteaux HTA autour d'Annecy, avec les lignes, mais aussi quelques points verts, puisqu'on commence à avoir des poteaux télécoms qui apparaissent. Et donc, si on zoome un petit peu sur le slide suivant, on va avoir accès à plus de détails. Donc, les points s'agrandissent et laissent apparaître différents critères, notamment le matériau. On va être capable de différencier les quelques poteaux composites qui commencent à arriver sur le parc télécom, et puis les poteaux béton, les poteaux bois sur le parc électrique, avec les références. Certains exploitants, alors là, l'exploitant électrique, c'est pas Enedis. Donc, on a des références sur les poteaux. Et ça veut dire que le jour où il y a une base poteau qui est libérée, on est capable de faire le lien directement entre les positions qui sont prises dans la réalité, qui se veulent modérément précises, c'est de la précision moyenne échelle, mais qui se veulent quand même assez précises, raisonnablement précises, en tout cas du bon côté de la route, pour présenter ça et associer les caractéristiques de ces poteaux, avec la base qui viendrait d'être libérée. Côté télécom, c'est pareil, on a les références Gspot, avec les numéros des étiquettes bleues, qui là, cette fois-ci, ne sont pas, là, elles ne peuvent pas être lues avec la machine. Malheureusement, la machine voit le poteau, mais elle ne fait pas encore l'effort d'aller lire l'étiquette. L'étiquette, il faut descendre de sa voiture et aller la lire. Donc, il y en a un peu beaucoup à lire. Avis aux amateurs. C'est très sympa à faire. Donc, si vous voulez contribuer, c'est des choses qui sont présentées ici et on en prend pleinement la mesure. Il y a un dernier point, parce que tout à l'heure, on parlait de l'EINA avec la certification des intervenants avec leur nacelle. Sur le slide suivant, on va parler d'une expérience très concrète. La prévention du risque électrique, parce que quand on parle des poteaux, il y a évidemment de
de l'électrique. Hein. Encore la semaine dernière, un accident de travail où des intervenants se sont électrocutés en approchant un peu trop près des câbles. Là, en photo, on a une situation extrême, hein, parce qu'on a de la fibre contre du 400 000 volts. Évidemment, les interventions de ce niveau-là se préparent. On ne peut pas arriver sur le terrain en découvrant la scène de crime. Il est nécessaire d'avoir accès en fait à de vraies informations de prévention, et c'est bien là que toute la plateforme prend son sens, puisqu'on est capable de coupler de l'information métier de télécom avec de l'information électrique libre, puisqu'aujourd'hui la cartographie des réseaux aériens en zone Enedis et en zone RTE est publique. On travaille à ce que ce soit le cas partout en France. Ce n'est pas encore le cas partout, mais on y arrive. Et donc l'application, en jouant avec le slider qui est en haut à droite, va permettre d'afficher les différentes zones de la norme C18510, les différentes zones d'approche. Donc on est capable de savoir à partir de quand votre nacelle elle est en danger. Et on est aussi capable de savoir où est-ce qu'il ne faut pas aller avec une nacelle et prévoir quelques mesures complémentaires. Tout ça est expérimental. Je pense que ça amène à être perfectionné. C'est un peu une phase 1. Hein. Il va falloir aller plus loin. Slide suivant, Philippe, s'il te plaît. Non, il en manque un avant. Voilà, merci. Il faut aller plus loin sous deux axes. Il faut contribuer à un enrichissement des bases de données métiers des exploitants et d'OpenStreetMap. Il faut enrichir toutes les bases, que ce soit électrique ou télécom. Je ne doute pas que cela va rendre quelques services, puisque ça en a déjà rendu côté électrique. Ça en rendra aussi côté télécom. Et puis moi, je pense aussi que le calcul de charge, c'est une activité métier de niche aujourd'hui, mais qui pose beaucoup de problèmes. On n'arrive pas à tracer d'informations suffisantes sur la connaissance de ces poteaux. On ne les connaissait pas avant. Je peux dire qu'aujourd'hui, avec les processus actuels, on ne les connaîtra pas mieux après. Donc il est, à mon sens, utile d'aller vers des outils métiers qui sont libres et contribuer au déploiement de ces outils-là sur ces plateformes, sur les plateformes que je viens vous présenter. Et là-dessus, ce que je montre sur gspot.fr, c'est qu'on peut tout à fait, à terme, aboutir à un calcul de charge aussi précis que ce qu'on fait aujourd'hui avec des données libres. Voilà, donc slide suivant, ce sera ma conclusion. Ce travail-là, ça c'est une vue un peu particulière, c'est la vue du réseau électrique mondial. Ça se voit depuis la Lune aujourd'hui. On contribue à cet édifice et on invite en fait la plupart des acteurs qui seraient impliqués dans une action, une démarche d'exploitation de réseau à joindre ce mouvement, de sorte à ce qu'on cesse d'être embêté par la qualité de nos données. C'est un vœu pieux, c'est un travail de très longue haleine, mais il faudra bien qu'on y arrive à un moment pour passer à la question suivante. C'est pour ça que je pense qu'il faut y aller tous ensemble. Il faut pas faire les choses dans son coin là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Je crois qu'il y a beaucoup de questions. Je n'ai pas pu toutes les suivre. Je suis désolé. On va essayer d'y répondre si on a encore le temps. Sinon, on fera un deuxième atelier. Hein. je me tiens à votre disposition en tout cas pour ça. Merci à vous. Alors, je peux peut-être reprendre les questions qui ont été posées si vous voulez. Je ne sais pas, Philippe, ce que tu en penses. Philippe, ouais. Oui, absolument. Excusez-moi, mon micro était coupé. Écoute, merci beaucoup, François. Et en effet, je pense qu'on a le temps de prendre quelques questions. J'en profite aussi pour saluer Jérôme Desbœufs qui nous a rejoints et à qui je vais passer la parole dans quelques instants après les questions. Alors, François. Alors, je prends la première et je m'y étais préparé puisque c'est une question qui revient souvent.